Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'Antigone. Il s'agit d'une tragédie grecque de Sophocle, dont la date de création se situe en 441 avant Jésus-Christ. Antigone dit à sa sœur Ismène que Créon, le roi de Thèbes, a fait une proclamation. Ismène n'était pas au courant. Elle mentionne ses deux frères, Polynice et Théocle, qui se sont donné la même mort le même jour. Antigone dit à sa sœur que Créon donne une tombe seulement à un des frères. Comme Théocle vient d'être enterré, cela signifie que Polynice n'aura pas de tombe. Son corps est offert en pâture aux rapaces. Quiconque va à l'encontre de la décision de Créon subira la peine de mort. Antigone demande à Ismène de l'aide pour enterrer le corps de Polynice. Ismène ne veut pas, car elle n'est pas assez forte pour contredire les décisions de Créon et de la cité. Antigone tient à enterrer son frère et elle dit à sa sœur de ne pas cacher aux autres son projet. Le chœur raconte que Polynice a retourné les armes contre sa propre ville. Polynice et son frère se sont entretués. Thèbes est sorti vainqueur. Créon parle aux Coryphées. Maintenant qu'Œdipe a disparu et que ses deux fils sont morts, et étant donné qu'il est le plus proche parent des défunts, le trône revient à Créon. Selon Créon, l'âme d'un homme est bonne lorsqu'il fait toujours ce qui lui semble juste et qu'il aide son peuple avant les peuples étrangers. Théocle aura une tombe, mais cela ne sera pas le cas de Polynice qui sera mangé par divers animaux. Créon attend du Coryphée qu'il ne cède en rien à son ordre. Quiconque désobéira à son ordre y perdra la vie. Un garde vient. Il n'est pas enthousiaste à l'idée d'approcher Créon car il apporte une mauvaise nouvelle et qu'à cause de celle-ci, il craint du roi un châtiment. Lors d'un tirage au sort, il a été malchanceux et il a dû apporter la nouvelle à Créon. Ce garde lui dit que quelqu'un a enterré Polynice, et il ne sait pas qui a fait cela. Créon est très en colère. Les gardes devront trouver qui est le coupable, sinon ils seront pendus. L'homme est rusé et il est capable de faire bien des choses. Cependant, il possède deux faiblesses. Il ne peut rien faire contre la mort, et il peut laisser le mal entrer en lui. Le même garde que dans l'épisode 1 amène Antigone à Créon car il l'a surpris en train d'enterrer Polynice. Les gardes avaient sorti Polynice de sa tombe, mais Antigone a profité d'une tempête pour mettre de la terre sur son frère et faire des libations. Antigone ne cache pas son crime, au contraire, elle avoue de suite. Elle avoue également connaître l'interdiction de Créon. Pour Antigone, le fait de ne pas pouvoir enterrer son frère est contraire à la loi des dieux. D'après elle, sa propre mort n'est rien face à ce sentiment intolérable de ne pouvoir enterrer Polynice. Créon ne revient pas sur sa décision qui consiste à faire mourir la personne qui enterre Polynice, et cela même s'il s'agit de la future femme de son fils. Antigone révèle à son père que tous les habitants de la ville seraient de son avis s'ils n'avaient pas peur de Créon. Ismène arrive. Quand Créon la questionne au sujet de l'enterrement de Polynice, elle dit avoir aidé sa sœur. Antigone révèle la vérité. Ismène n'a rien fait. Elle refuse que sa sœur meure avec elle, car Ismène, en refusant de contrer l'ordre de Créon, a choisi la vie, tandis qu'elle, elle a choisi la mort. Créon est inflexible. Antigone va mourir. Il va priver son fils Aimon de cette femme. Il fait enfermer Antigone et Ismène. La vie est une succession de malheurs. Dans la maison des Labdacides, le malheur est passé d'une génération à une autre. Il est passé d'Œdipe à ses deux filles. Aimon, un des enfants de Créon, arrive. Aimon, docile, suit la décision de son père. Créon est content du comportement de son fils. Il ne veut pas donner à son fils une mauvaise femme.
Pour Créon, plusieurs choses sont importantes. Il y a le fait de tenir sa parole, quoi qu'il en coûte. Il y a l'obéissance de ses sujets, et il y a le fait de ne pas plier face à une femme. Aimon rapporte à son père ce qu'il a entendu à son sujet. Les gens ont peur de Créon, et ils n'osent pas lui dire ce qu'ils pensent. La ville est pour la décision d'Antigone. Aimon conseille à son père de plier, car il veut la gloire de son père. Le Coryphée conseille à Créon de suivre l'avis de son fils. Créon refuse de plier face à son fils. Pour lui, la cité appartient à son chef. Créon ne change pas de décision vis-à-vis de la mort d'Antigone. Quand Aimon lui dit qu'il y aura une autre mort, Créon pense que son fils pense à la mort de son père. En colère, Créon veut faire amener Antigone de suite et la tuer devant les yeux de son futur mari. Aimon ne veut pas assister à cela et il part. Le Coryphée demande à Créon quelle mort il destine à Antigone. Créon répond qu'il va l'enfermer dans un souterrain avec le strict minimum en termes de nourriture. Le désir change bien des hommes. Par exemple, il peut pousser les individus vers le mal, ou bien provoquer des querelles entre un père et son fils. Antigone remarque qu'elle n'a pas encore fondé de foyer, elle ne s'est pas mariée, elle n'a pas d'enfant, et cela ne se fera jamais. Elle est persuadée qu'elle va mourir dans son souterrain, où elle sera étrangère aux morts et aux vivants. Dans la mort, elle espère retrouver Polynice, son père et sa mère. Créon fait amener Antigone au souterrain. Elle ne s'en veut toujours pas, et elle pense avoir bien fait. Elle ne se serait pas dressée contre son oncle pour un époux ou pour un enfant, car une fois mort, elle aurait pu en avoir d'autres. Ceci n'est pas le cas d'un frère. Créon refuse de plier. Le chœur compare la destinée d'Antigone à celle de Danaé, du fils de Dryas, et des deux fils de Phinée. Tirésias, qui est un devin, rend visite à Créon. Il lui rapporte qu'il a entendu des cris dans les cieux, qu'il a vu des animaux se battre, et les sacrifices posés sur l'autel ne brûlent pas normalement. Il lui conseille de réparer sa faute vis-à-vis de Polynice. Créon ne veut rien faire pour Polynice, son corps restera dehors et il n'aura pas de tombeau. Tirésias lui dit qu'avant la fin de la journée, Créon devra donner un mort qui sort de ses entrailles contre un autre mort. Créon a violé la loi des dieux, car en enfermant Antigone, il a mis dans un tombeau une personne encore vivante. La mort doit rester une décision des dieux. Tirésias le met en garde contre les vengeresses qui lui réservent un mauvais sort. Bientôt son peuple connaîtra la mort. Tirésias s'en va. Créon croit aux prophéties de Tirésias. Ces dernières lui paraissent encore pires que son manquement de parole envers la cité. Il décide d'obéir. Le chœur célèbre le dieu Dionysos. Un messager vient dire que le bonheur est parti de Créon. Aimon s'est suicidé car son père a provoqué la mort d'Antigone. Eurydice vient et demande des nouvelles au messager. Le messager a suivi Créon et il a été témoin de l'enterrement et des rites destinés à Polynice. Ils allaient voir Antigone quand ils ont entendu des cris de la part d'Aimon. Ils ont constaté qu'Antigone s'est suicidée en se pendant. Aimon tenait son corps et a pleuré sa fiancée. Après avoir sorti son épée en direction de son père, Aimon a retourné son arme contre lui et il s'est suicidé. Eurydice s'en va. Le messager suit Eurydice. Créon arrive. Celui-ci ne remarque que trop tard son erreur et il en ressent du remords. Un messager vient dire à Créon que sa femme s'est suicidée car elle a appris la mort de son fils Aimon. Créon souhaite trouver la mort, mais le Coryphée lui dit que la mort vient que quand elle le veut. Créon et Antigone sont des personnages contraires. Créon obéit à la loi de la cité et non à celle des dieux. Antigone obéit à la loi des dieux et non à celle de la cité. Créon désobéit à la loi des dieux doublement car il ne met pas au tombeau une vivante et il refuse le tombeau à un mort. Antigone désobéit doublement, déjà elle est contre l'ordre de son oncle et elle est contre sa cité puisqu'elle donne des soins à celui qui s'est battu contre la cité. Ces deux personnages ont cependant des points en commun.
Tout d'abord, il ne supporte pas le remords. Antigone ne supporte pas de ne pas pouvoir enterrer son frère, et elle préfère mourir plutôt que de vivre avec ce remords. Créon ne supporte pas le remords causé par son aveuglement. Il voudrait en mourir. Tous deux ne reviennent pas sur leur décision. Antigone, malgré le fait qu'elle n'a pas été aidée par sa sœur, et même devant son oncle, ne change pas d'opinion et elle pense avoir bien fait. Créon est fidèle à son ordre et il n'écoute personne. Il n'écoute pas son fils, il n'écoute pas le Coryphée, il n'écoute pas Antigone. Il écoute difficilement Tirésias. Créon ne change de décision qu'après que Tirésias lui ait prédit de grands malheurs. Tous deux font les choses sans se cacher, ils disent toujours ce qu'ils pensent, ils cherchent toujours à bien faire, ils sont honnêtes envers les autres, mais tout en étant honnêtes, plusieurs personnes peuvent agir différemment et arriver à des conclusions différentes. C'est ainsi qu'Antigone et Créon, tout en cherchant à faire le bien, se retrouvent confrontés. Antigone est seule, elle est seule à enterrer son frère, mais elle n'est pas seule dans la mort. Même si elle croit que personne ne va la pleurer, car elle se dit sans amis et sans mari, Aimon la pleure une fois qu'il a découvert son suicide. Si Créon venait à mourir, on peut se demander qui va le pleurer. Aimon et sa femme sont morts, mais même s'ils étaient en vie, ils auraient gardé une haine envers Créon. Le peuple a peur de Créon et ne va peut-être pas le pleurer. Antigone, au final, perd tout. Elle perd un futur mari, elle perd la possibilité d'avoir des enfants, elle perd la possibilité d'avoir un foyer, elle y perd également sa jeunesse. Créon perd tout. Il perd tout d'abord sa famille, et il perd aussi sa cité qui est déjà contre lui car il pratique la tyrannie, et aussi car sa cité sera soumise à la prophétie de Tirésias. Créon finit seul, il a perdu son fils Aimon par le suicide, il a perdu sa femme par le suicide, il a perdu Antigone par le suicide, il a perdu ses deux neveux car ils se sont entretués, il a perdu Oedipe qui a disparu, il a perdu la mère d'Oedipe qui s'est suicidée, il a également perdu le père d'Oedipe qu'Oedipe a combattu et tué. Pour moi, chère maîtresse, oculaire témoin, je ne cacherai pas un mot de vérité. Car pourquoi, te flattant risquer d'être plus tard pour menteur reconnu? Rien n'est bon que le vrai. Je gagnai, sur les pas de ton époux, mon maître, la hauteur de la plaine où gisait, sans pitié par les chiens déchirés, le corps de Polynice, après avoir prié la déesse des routes, et Pluton, de calmer, propice, leur colère et laver le cadavre avec de l'eau lustrale, sur de frais rameaux verts, nous en brûlons les restes et dressons un tombeau de glèbe maternelle. Ensuite nous allons vers le lit nuptial, vers l'antre que l'Hadès ouvre à la jeune fille. Mais de loin, entendant monter des cris aigus du tombeau sans honneur, asile de l'hymen, à Créon, notre maître, un de nous court de dire, et lui, d'appel confus mais déchirant, cerné dès qu'il poursuit ses pas, soupire, et d'une voix qui lance lamentable. Infortuné, dit-il, aurais-je été devin? Suis-je sur un chemin qui passe en âpreté les routes parcourues? Mon fils, mon âme exulte à ta voix. Mes amis, accourez, hâtez-vous, vite, autour du tombeau, et voyez, à travers le joint du roc tombal, au seuil même arrivé, si c'est de mon Aimon que me frappe la voix, ou si les dieux m'abusent. D'un maître au désespoir accomplissant les ordres, nous regardons, pour voir, tout au bout de la tombe, Antigone étranglée, par le cou suspendu au nœud qu'elle a formé au lin de sa ceinture, et près d'elle, en ses bras la serrant, et, pâmant, Aimon pleure l'épouse aux enfers descendue, les crimes paternels et son amour perdu. Créon, dès qu'il le voit, lugubrement gémit, pénètre jusqu'à lui, que sa douleur appelle. Malheureux, qu'as-tu fait? Quelle était ta pensée? Quel concours de malheur t'a servi de la raison? Quitte ce lieu, mon fils, je t'en prie et supplie. Mais ce fils, lui jetant de farouches regards, lui crache en plein visage et, sans répondre un mot, tire sa double épée. Le père, s'effaçant, fuit le coup, qui le manque. Alors l'infortuné, de fureur contre soi, les deux bras allongés, en plein fend d'appuyer son épée, il défaille. Son bras, il vit encore, à la Vierge s'enlace, et jaillit avec force, avec l'élan d'un fleuve, sur une pâle joue, la gerbe d'écarlate. Là, mort sur une morte, au rythme nuptial, il ne prend part, hélas, qu'à la table d'Hadès, en exemple aux humains de ce que l'imprudence, à l'égard d'un roi même, entraîne de désastre.